amoureux des bouquins, amoureux des parchemins, vous avez de la chance. Vous avez été touché par la grâce de l'algorithme qui vous a conduit ici jusqu'à nous. Bienvenue dans notre cercle un peu littéraire. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce 3e épisode du cercle un peu littéraire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Leslie Flores, bonjour. Leslie Flores qui est une autrice qui s'auto-édite, c'est ça? Tout à fait, ouais, depuis le début. Et écoute, aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique parc de l'Isle-Adam, les amis. Donc si vous entendez du bruit ou du vent, c'est juste le parc. Et écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente aujourd'hui. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Voilà, du coup, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, j'ai rencontré Leslie sur un salon du livre extrêmement par hasard. Donc voilà, j'ai rencontré Leslie en fait tu faisais un petit salon du livre à Saint-Martin-du-Tex. Exactement, c'est ça. Et on avait un petit peu discuté parce qu'à l'époque je cherchais une alternance, j'étais un peu désespérée. Oui. Et bon, aujourd'hui ça va mieux, tout va bien. Et j'avais beaucoup aimé en fait la manière dont tu m'avais présenté tes livres. Oh, merci. Je te jure. Et je me souviens que tu m'avais même laissé un marque-page. Oui, ah super. Et c'est comme ça que je t'ai retrouvée parce que je cherchais ton nom depuis un moment. Oui. Et du coup voilà. Comme quoi ça sert les marque-pages avec les Exactement. avec le contact dessus. Toute personne qui dit que ça ne sert à rien, je ne la crois pas. On a prouvé le contraire. Oula. Du coup, chers auditeurs, je me remets d'une agression de lunettes. Tout va bien. Du coup, Leslie, raconte-moi un petit peu. Tu es aujourd'hui étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais entamer ma 2e année de master métier du livre et de l'édition, parcours du coup édition, à l'université de Paris-Nanterre. Et donc voilà, j'ai validé ma première année là en juin. Et puis là, normalement, ça va être la dernière. Et après, j'entre dans le monde du travail. Et en parallèle, je continue autant que je peux de m'occuper de mes livres et de ma passion. Pas trop stressée de rentrer bientôt dans le monde du travail? Si, complètement. C'est un peu le saut dans l'inconnu, mais bon, on y passe tous, donc faut se préparer, et puis voilà. Et ce serait pour travailler du coup dans l'édition? Ouais, moi idéalement j'aimerais bien être éditrice et surtout pour accompagner les auteurs, travailler le texte avec eux. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'accompagner un auteur et d'être au cœur du texte aussi. Bah écoute, c'est super. On a à peu près le même projet. Oui, voilà. Je pense comme beaucoup d'étudiants en édition finalement. Ouais, exactement. Et bah écoute, c'est super cool. Et aujourd'hui, attends, tu me disais du coup que t'as fait 6 mois de stage. 3-4 mois, oui. Après, mois. J'ai commencé en temps partiel. Du coup, ça m'a permis d'y être un peu plus tôt. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante. J'ai vraiment beaucoup appris, par rapport à la manière de mener un projet avec un livre, les réseaux sociaux, la communication, l'organisation aussi. Puis le côté aussi, tout ce qui est administration. Parce que c'est vrai que du coup, moi, même pour mes livres, comme je gère tout toute seule, j'avais pas forcément de structure très définie. Et le stage, ça m'a aussi aidé à voir pour mon livre comment je pouvais améliorer les choses dans mon organisation. Donc voilà. Donc c'était bénéf en fait. Complètement. Et par rapport à, du coup, on va d'abord faire une première partie pour essayer de définir qui tu es. D'accord. Puisque je vais revenir plus tard, mais j'ai vu que tu avais eu comment ça s'appelle, un article aussi. Oui. Écoute, c'est génial. Oui. Bah du coup, on va d'abord essayer de définir un petit peu ta vie avant d'être auteur. Auteure ou autrice, tu préfères? Comme tu veux. Ok, ça marche. Avant d'être auteur, est-ce que tu as toujours lu? Est-ce que tu as toujours écrit? Comment ça s'est passé finalement depuis l'enfance? Alors, mes parents ils m'ont toujours exposée à la lecture. Petite, on me lisait toujours des histoires et puis ma maman était maîtresse de maternelle. Donc, elle avait aussi beaucoup de livres pour ses élèves et quand elle les aimait vraiment, elle me les faisait lire aussi. À Noël, c'était toujours des contes de Noël à lire le soir avant d'aller se coucher. Et aussi à l'école, je me souviens que tous les mercredis, je crois, ou un autre jour de la semaine, je sais plus, on allait à la bibliothèque. Et du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à lire mes livres toute seule, le Club des 5, tout ça. Et je crois qu'en fait, la lecture, ça a toujours été naturel du coup pour moi. Et donc je me souviens que le tout premier roman que j'ai lu, c'était un vrai roman, c'était en 6e, il s'appelle Rose, donc voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'était un livre incroyable, j'ai adoré. Et du coup après ça a continué au collège, où j'étais plus dans tout ce qui était roman dystopique. J'ai adoré U4,
Je sais pas, voilà, si tu connais. Je connais pas du tout. C'est incroyable, si t'as l'occasion, lis-le. Je suis mal installée, je suis navrée. Voilà, c'est bon. Et en fait, ce que j'ai adoré par rapport à E4, c'est que t'as 4 romans pour 4 personnages qui se rencontrent dans l'histoire, tous. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé cette trame narrative hyper innovante et j'ai jamais revu ça depuis d'ailleurs, et j'avais jamais vu avant. Et je crois que du coup, c'est aussi ça ça a peut-être été un déclic, je sais pas. Je m'ennuyais beaucoup en classe, en fait, au collège. Et donc, j'ai fini par me dire, et si j'écrivais ma propre version? Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça. Et après, je suis rentrée dans un lycée international britannique, une section internationale britannique. Et donc, on avait des livres à lire en anglais. Et donc là, j'ai découvert la lecture en anglais, que j'ai adoré aussi. Et donc voilà, et puis j'ai continué de lire depuis toujours, et là je lis encore. Après j'ai changé un peu de genre, j'ai élargi, mais je lis toujours. Bah écoute, c'est super. Tu m'as dit du coup que tu lisais des livres en anglais dans votre lycée international. Ça fait un peu écho au deuxième épisode, justement avec Saba qui est prof d'anglais et qui parlait du fait qu'elle préférait lire des livres en anglais plutôt qu'en français. D'accord. Est-ce que toi, ça t'a fait cet effet-là quand tu as lu en anglais, ou est-ce que tu as eu plus de difficultés à te mettre en anglais ou... Non, alors pour moi les deux sont devenus naturels, et pour moi je fais pas de distinction entre le français ou l'anglais. Je dirais que j'ai plus tendance à lire un livre en VO en fait. Du coup, si l'auteur est anglophone, je vais préférer le lire en anglais. D'accord. Mais il y a des livres comme l'autrice Jennifer Niven que j'aime bien lire, que j'ai lu d'abord en français parce que si j'étais plus petite et que voilà. Et donc ça, par habitude, je continue de le lire en français. Mais non, sinon j'aime bien les deux, c'est différent, c'est une manière d'aborder l'écriture qui est différente, et les deux sont tout aussi enrichissants. D'accord, bah écoute, je pense aussi, j'ai fait une licence d'anglais. Moi aussi. Et mais c'est génial. T'étais où? À la Sorbonne. Ah, moi c'était à Paris Diderot, dans le 13e. Elle sait anglais? Oui. Mais oui, moi aussi, voilà. Incroyable. Donc on a exactement le même parcours universitaire. Exactement, vraiment. Rien à voir avec l'édition, vraiment. Et rien à voir. Ouais, c'est la langue quand même. Voilà, c'est de la langue quand même finalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, je me destinais pas à travailler dans l'édition. Enfin, je savais même pas, si tu veux, qu'on pouvait travailler dans l'édition. Ouais. Ah bah voilà. Tu l'as découvert quand, juste par hasard? Eh ben, en octobre de L3. Voilà. Bon, écoutez, on peut choisir son métier à la dernière seconde. Tout va bien. Exactement. On galère après, mais voilà, c'est ça. Et du coup, je sais que moi, personnellement, j'ai vraiment eu du mal à lire en anglais. Ouais. Parce que c'est une construction, justement, qui est différente. Oui. Mais t'as commencé vraiment la littérature anglaise pendant la licence. Exactement. Alors que moi, ça faisait déjà 3 ans et j'avais des cours beaucoup plus intenses qu'à l'université. Donc en fait, c'était déjà devenu naturel pour moi. Exactement. Ce qui a fait que ça a été facile. Mais du coup, je comprends complètement, c'est normal. Hein. Voilà. Et en fait, du coup, à l'inverse, pendant le lycée, j'ai fait ce qu'on appelle un ESA-bac. Donc c'est oui, alors je sais plus ce que c'est. C'est un bac italien. En fait. Ah, d'accord. J'ai fait un double cursus au lycée. Incroyable. Et là, je lisais beaucoup plus de l'italien. D'accord, super. Et du coup, lire en italien, un livre en italien, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ah bah oui, normal. Et en fait, au niveau de la structure, ça ressemble plus au français. Exactement. Exactement. Après, c'est aussi parfois plus joli à écouter. Je garde cet avis que pour moi. Complètement subjectif. Exactement, complètement subjectif parce que c'est une belle langue l'italien. Exactement, parce que l'anglais, la chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'accents différents. Oui, c'est vrai. Et il y a des accents qu'on aime plus ou moins. Je sais qu'il y en a qui détestent l'accent britannique. Ouais. Moi, j'adore. Ça, tu préfères. Okay. Voilà. Je sais pas de son côté. Moi, je parle l'anglais américain. Ah bah voilà. Alors avant, c'est vrai que je trouvais que ça faisait très très posh l'accent britannique. Mais maintenant, avec le temps, je trouve ça classe. En fait, je trouve ça c'est la classe anglaise. C'est yes darling. Exactly. Voilà, donc maintenant c'est parfait. Ça me va très bien les deux. Eh ben écoute, c'est génial. Et en fait, tu t'es mise à écrire finalement. En classe au collège, en 4e. D'accord, c'est très précis. Alors, 4e ou 3e, j'ai toujours un doute, mais il me semble que c'était en 4e parce que, plus précisément en cours d'anglais, parce que je m'ennuyais en cours d'anglais. Ah, génial. Voilà. Quand on parle la langue, c'est vrai que... Voilà. Et en fait,
Et en fait, comme ma prof savait quand même que j'y arrivais très bien, elle m'embêtait pas trop à ce que j'écoute bien le cours, donc je pouvais un petit peu écrire tant que je faisais pas de bruit. Donc je pouvais écrire, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et au lycée, j'ai écrit ma première nouvelle. D'accord. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et ça a été comme ça pendant 1 an. Et après, en fait, j'ai découvert un fait historique dont j'avais jamais entendu parler et qui m'a un peu, qui m'a secouée. Ouais, j'ai trouvé, c'était scandaleux. Ouais. Et du coup, je me suis dit que d'une manière ou d'une autre, il fallait que j'en parle. Et bah, naturellement, pour moi, ça s'est fait par l'écriture. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le premier tome d'une vie pour oublier. Ouais. Une vie pour oublier que j'ai très envie de lire et que je te commanderai pour sûr. Avec plaisir. J'ai plein de questions sur ce premier ouvrage, mais je vais d'abord aussi commencer par parler de ton statut puisque tu t'auto-édites. Oui. Comment t'es venue cette idée de t'auto-éditer ? Est-ce que tu savais à l'époque tout ce que ça impliquait aussi ou pas ? Alors, faut savoir que... Ce sourire qui veut tout dire. Non, mais alors, faut savoir que quand j'ai écrit le livre, j'étais en première. Donc, j'avais genre... Ah oui, très jeune, 16 ans. En fait. Ah oui, d'accord. Et en fait, au début, moi, je l'écrivais juste pour l'écrire parce que ma passion, c'était l'écriture. Je me posais pas de questions, j'écrivais et c'est tout. Et donc, je l'ai fini en terminale pendant le Covid. Et en fait, mon père, un jour, est venu et en fait, à table... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à table, j'étais avec mes parents. Ouais. Et ils m'ont dit, mais tu sais, quand tu l'auras fini, on va voir pour le publier. Et moi, j'ai rigolé en mode, oui, bien sûr. Mais voilà, toujours les parents qui croient en leurs enfants. C'est super. Voilà, ouais, c'est très super. important. Et du coup, en fait, sans qu'il m'en parle, mon père s'est renseigné sur Internet, tout ça. Et puis un jour, il est venu me voir et puis il m'a dit, tu sais, t'as pas besoin d'un éditeur, en fait, tu peux le faire toute seule. J'ai dit, quoi ? Oui, il a dit, ça s'appelle l'auto-édition et tout. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancée dans l'auto-édition. Un peu à la... Vraiment, j'avais aucune attente. Je me disais, bon, bah, si ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave. Moi, de toute façon, voilà. Je fais pas ça en me disant, j'espère que ça va plaire, je fais ça pour les autres. Non, je fais ça pour la passion de l'écriture. Et si j'arrive à toucher des gens, c'est incroyable. Et sinon, bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bah, c'est trop bien, mais et tes parents, ils ont été un facteur. Enfin, du coup, tu me disais, ta maman a été un facteur aussi dans l'apprentissage de la lecture, Ouais, complètement. dans l'apprentissage de l'amour de la lecture aussi. Ouais. Et par la suite, quand tu t'es mise à écrire, finalement, ils t'ont aussi porté dans ce projet-là, et c'est super. Ouais, vraiment. Ça, je suis très heureuse d'avoir mes parents parce que clairement, ils sont un énorme soutien et ils m'ont toujours poussée à vivre mes rêves et tout ça. Donc ça, oui. Et du coup, pour le premier livre, c'est mon père qui a réalisé la couverture. En fait, j'allais te poser la question. Voilà. En fait, lui, il fait du montage photo-vidéo. Ok. Donc il touchait déjà à Photoshop, tout ça. Okay. Et donc du coup, c'est lui qui l'a faite. Et c'est pour ça d'ailleurs sur Amazon il y a son nom parce que c'est lui l'illustrateur. Très bien. Donc voilà, après la mise en page, on l'avait faite ensemble, on l'avait regardé sur Internet. Alors comment ça se structure un roman, les mentions à mettre, parce qu'il y a le copyright, tout ça, faut faire attention. Exactement. Il y a les pages blanches, tout ça. Et après, moi, j'ai fait le choix de mettre moins de pages blanches que la normale parce que je trouve ça complètement inutile de gâcher du papier pour rien. Donc voilà. Mais sinon, voilà, on l'a mis en forme ensemble avec toutes les méthodes de Word un peu compliquées que personne ne connaît et qu'il faut chercher sur YouTube. Voilà. mais voilà, le premier, il s'est fait comme ça. Et après, en fait, je suis allée voir une librairie à l'Isle-Adam d'ailleurs. D'accord. Et puis voilà, j'ai présenté mon livre, j'ai dit est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Mais c'est trop bien. Voilà, et donc là on a mis en place un dépôt-vente et ma première séance de dédicace. Donc voilà. Et c'est ta séance de dédicace, elle a eu lieu ou elle va ? Oui, bien sûr. Ah non, elle a eu lieu. Du coup, quand j'ai sorti le livre en fin mai, alors il est sur Amazon, il est disponible depuis fin mai 2021. Et j'ai fait le 26 juin 2021, j'ai fait ma première séance de dédicace. Et c'est trop bien. Ouais, franchement, c'était super. C'est trop bien. Et toujours avant de parler du livre, ta communication justement par rapport à tout ça, tu es beaucoup sur les réseaux, j'imagine. Oui, alors au tout début, c'était vraiment un crash test j'essaye plusieurs trucs et je vois ce qui marche. Ouais. Donc je me suis créé mon compte Facebook, Instagram. Au début, j'avais plus d'interactions sur Facebook, mais avec le temps, ça allait plus sur Instagram. D'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que on a fait des affiches.
Et en fait, je suis allée dans tous les commerces de la Grande Rue de l'Isle-Adam. D'accord. Et j'ai demandé s'ils pouvaient afficher. Et voilà. Alors, après coup, je me suis rendu compte que vraiment l'affichage, ça ne sert à rien. Donc vraiment, j'ai arrêté de perdre mon temps avec ça. Mais la première fois, c'est comme ça que j'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui marche le mieux, le petit bébé, il veut participer. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui marche le mieux, finalement, c'est le bouche à oreille. Donc voilà, pour la communication, c'est ça. Et du coup, ça implique que c'est beaucoup ton entourage qui parle justement de tes livres? Alors au début, oui, ça a été beaucoup mon entourage pour un peu diffuser le cercle, c'est comme ça que ça marche. Et après, maintenant que j'ai une base sur les réseaux sociaux, de gens qui me suivent, et ils peuvent aussi en parler autour d'eux, ça peut faire un cadeau de Noël et du coup ça élargit le cercle, ou alors des gens comme toi qui me rencontrent en séance dédicace ou en salon du livre et ça marche. Voilà. Et du coup après ils ont contact et puis ça continue comme ça en fait. Bah écoute, c'est super. Et tout ce qui est commande de tes livres, c'est-à-dire tu les fais fabriquer via quelle plateforme? Alors en fait moi je passe par Amazon KDP. D'accord. Donc l'une des plus connues finalement. Oui, mais des moins appréciées aussi. Ça oui. En fait Amazon KDP ça me permet déjà d'être référencé sur Amazon partout dans le monde. Ouais. De pouvoir commander le nombre d'exemplaires que je souhaite et pas recevoir un stock de 1500 livres et après devoir les stocker parce que c'est ce qui se passe pour les autres imprimeurs. Oui. Ça me permet d'avoir un ISBN gratuit qui normalement coûte... Ah, c'est pas gratuit chez les autres? Non. Normalement ça coûte au moins 80 € un ISBN. Du coup, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un ISBN, c'est le petit numéro que vous retrouvez au niveau du code barre et qui permet de référencer le livre. C'est un peu son numéro d'identification. Exactement, voilà. C'est sa carte d'identité. Et oui, pareil, parce que du coup, je me suis renseignée sur toutes les démarches à suivre. Et donc, en fait, quand on publie un livre, il faut le renseigner auprès de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Et donc, voilà, il faut un ISBN, il faut toutes ces choses-là. Donc je me suis créé un compte, j'ai rentré toutes les données importantes, le livre, j'en ai envoyé un et puis maintenant du coup mes livres sont à la BNF et c'est juste génial. C'est trop bien. Voilà. Mais voilà, du coup pour en revenir à Amazon, voilà, l'ISBN, je peux avoir le nombre de livres dont j'ai besoin à un instant T. Et ça permet aussi aux gens de laisser un commentaire et donc on va dire une pub un peu accessible à n'importe quel moment à toute personne qui souhaiterait acheter mon livre, parce que sur les réseaux sociaux il faut avoir mon nom, il faut me connaître, alors que là on peut tomber dessus et le trouver et voilà, et voir les avis et donc voilà. Dans le statut d'auto-édité finalement, ça veut dire que tu dois... Alors du coup on va peut-être, pour remettre aussi les choses dans le contexte, il y a plusieurs schémas qui mènent à la publication d'un livre. On a la voie classique de la maison d'édition, où on a l'auto-édition. En fait, vous avez le schéma de déposer votre manuscrit, travaillé ou non travaillé finalement, parce que les manuscrits sont plus ou moins travaillés parfois, de les soumettre à une maison d'édition qui est regardée du coup par cette maison et qui va décider par la suite de le publier ou non, et qui a la charge finalement de le publier et de faire en sorte qu'il arrive dans les librairies ou sur internet pour se faire vendre. Ou alors on a l'auto-édition, et c'est ce que tu fais du coup, et qui est tu travailles, je fais tout. J'allais dire tu travailles ton texte, mais il n'y a pas de texte. Je suis la chaîne du livre. Exactement. Et finalement, ça implique de faire 500 métiers à la fois. Exactement. À la fois. Le seul truc que je fais pas, c'est imprimer moi-même les livres. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Et pour le coup, c'est ce que j'allais dire. Les gens se rendent pas forcément compte, mais pour publier un livre, il faut déjà un lecteur-correcteur, il faut un éditeur, il faut un graphiste, un metteur en page, un illustrateur pour quand il y a des illustrations, voilà. Il faut un diffuseur, il faut un imprimeur, il faut un libraire ou un bon site internet. Il faut quelqu'un qui gère la communication, les réseaux sociaux. Exactement. Il faut quelqu'un qui gère l'administration, les factures. Puisque c'est pas gratuit. Voilà, les droits, tout ça. Gérer les droits, exactement, tout ce qui est cession de droits. Ouais. Moi, je travaille dedans, je peux vous assurer que c'est compliqué. Mais pour le coup, c'est très enrichissant. Oui. Mais je reviendrai aussi sur ça plus tard. Mais ce que je voulais dire, du coup, c'est que tu fais tout. Oui. Est-ce que
comment t'arrives à gérer par rapport justement à aussi ton statut d'étudiante? C'est difficile. C'est difficile. Alors là, disons que, bon, entre guillemets, j'ai eu de la chance parce que je m'en suis surtout occupée à partir de la L1, donc ma première année de licence. Et donc, avec 20 heures de cours par semaine, j'avais du temps à dégager pour mon livre. Pareil, depuis que je suis en master, j'ai au moins 2 jours que je peux dégager pour m'occuper de mon livre, donc c'est un peu comme ça que je gère. Mais on va dire que c'est de pire en pire parce que effectivement il y a la fac, donc il y a tous les partiels qu'il faut réviser, il y a les mémoires à faire. Quand c'est les vacances, j'ai des petits boulots pour me faire un petit peu d'argent, donc ça veut dire plus de temps pour écrire ou pour gérer mon livre. Et après il y a les stages qui prennent tout mon temps, on va dire. Et donc c'est de plus en plus compliqué de gérer le temps. Et J'imagine. Voilà, donc tout avance plus lentement que je le voudrais. Mais voilà, je fais ce que je peux. J'imagine. Et tu fais aussi des salons? Oui, exactement. Ça pareil, ça s'est fait un peu par bouche à oreille. Les gens sont très accueillants dans ce milieu-là. Parce que voilà, ils connaissent quelqu'un qui en fait un, et puis je vais là-bas, et puis ils connaissent quelqu'un d'autre, et voilà, c'est élargi comme ça. Et après, les salons, c'est encore différent des séances de dédicaces. Je pense que, je sais pas comment expliquer, mais c'est difficile de trouver des salons qui aient une bonne communication déjà, parce que du coup, il faut réussir à attirer du monde et c'est pas gagné pour tous les salons du coin. Mais voilà, j'essaie d'en faire comme je peux les week-ends. Et est-ce que ça implique aussi une dépense financière en plus, les salons? Alors, moi, je participe que aux salons qui sont gratuits, parce qu'il y a plein de salons où il faut payer un emplacement ou un stand, ou voilà. Moi, j'y participe pas parce que le but, c'est pas que je perde de l'argent. Voilà. Donc, après, des dépenses, oui, parce que selon là où c'est, je dois m'y rendre en voiture. Après, je fais jamais des salons qui sont à plus d'1 heure de route, ça, j'avoue que je fais pas. Ce qui est normal aussi. Oui, mais... Et puis parce que c'est pas mon métier à plein temps non plus, parce que j'ai des collègues autrices et auteurs qui, eux, c'est leur travail à plein temps. Et donc, ils font des salons du livre aux 4 coins de la France et même en Belgique. Et moi, je pourrais pas. J'ai pas le temps. C'est un vrai métier de s'auto-éditer, je trouve, parce que faut avoir ce temps finalement, en plus de ton boulot, d'avoir le temps de faire les salons, parce que toi, tu fais les salons qui sont gratuits pour les personnes qui viennent se représenter ou dédicacer. Mais je connais aussi d'autres personnes qui payent. Et comme tu dis, je trouve que c'est un investissement de temps et d'argent qui est énorme. Oui, parce que en fait, on peut jamais savoir à l'avance ce qu'on va vendre pendant un salon, parce qu'en fait, d'une année à une autre, ça change tout le temps. Il y a plein de circonstances qui font que peut-être que l'année dernière, on a vendu ce qu'on voulait vendre et que l'année d'après, pas du tout. Du coup, c'est un investissement, on n'est pas sûr d'avoir de retour, c'est-à-dire que si on paye notre place, le but c'est du coup de se faire rembourser la place avec les livres qu'on a vendus. D'accord. Et moi j'ai eu plein de retours d'autrices surtout qui disaient que elles n'avaient pas toujours vendu assez et que du coup c'était de l'argent perdu, plus l'essence, des fois le logement. Et du coup voilà, je connais pas mal d'autrices qui font des salons loin, mais du coup à plusieurs pour que ça revienne moins cher, le logement, l'essence, tout ça. Donc voilà. D'accord. Puis oui, un truc aussi, c'est que du coup, en plus de tout faire toute seule, finalement, je réfléchis à tout toute seule. Alors, j'en parle à mes proches parce que du coup, j'ai besoin d'un lecteur. Mais en fait, quand c'est dans une maison d'édition, c'est une équipe qui travaille ensemble et qui se dédie à ça. Et du coup, là, au contraire, j'ai pas forcément de personnes pour me conseiller, pour me donner un avis professionnel, tout ça. Et ça rend le processus encore plus lent du coup. Donc voilà. C'est sûr, parce que je sais que dans une maison d'édition à peu près classique, lambda, oui. Après, ça dépend du planning d'édition, évidemment, selon le rythme de publication d'une maison d'édition. Mais en général, les livres sont publiés assez vite via une maison d'édition. Ouais. Quand je dis assez vite, je n'arrive pas à parler assez vite. Ça dépend de la taille de la maison d'édition, en fait. Ça dépend de la taille et ça dépend de ce qu'ils ont prévu, eux. Exactement, dans l'année. Mais je dirais qu'en moyenne, on est sur 6 mois. C'est ça, exactement. Et des fois moins même. Hein. Des fois moins. Ah, ça, je peux t'assurer que dans ma maison, c'est moins. Alors, on est plus sur du 3-4 mois, On est plus sur du 3-4 mois parce que... mais parce qu'on sait que des gens
au sein de la maison d'édition vont travailler à plein temps dessus. Exactement. Ouais. Donc forcément, tu te dis que ce que par exemple en tant qu'auto-édité, tu mettrais peut-être un mois à faire. Eux, ils ont besoin d'une semaine. 3 jours, en 3 jours, une semaine max. Parce qu'ils passent 8 heures par jour à faire que ça. Ah, exactement. Voilà. Donc non, c'est vrai que c'est super intéressant et j'avoue que j'aurais voulu être auto-éditée. Ah, et vas-y, lance-toi. Alors, j'ai rencontré un autre souci qui est l'écriture l'écriture, tout simplement. Et c'est aussi ce que j'aurais voulu aborder. Alors, il y a du vent, j'espère qu'on va pas trop entendre. Non, ça va. Du coup, je disais, je rencontre moi un problème, peut-être que tu peux m'aider. Peut-être. C'est la question de l'écriture. C'est-à-dire que on en parlait juste avant. Pour écrire, il faut avoir un mental pour écrire. Il faut être dans une certaine disposition psychologique, etc. Le fait est que quand tu passes ton temps au boulot ou dans les transports ou je sais pas quoi, ou à faire des podcasts finalement, au lieu de faire ses devoirs, voilà. Tu as moins de temps aussi pour écrire et tu es moins disposé à écrire. Exactement. Et puis écrire, ça prend du temps dans le sens où il faut se dire ok, là j'ai 1 à 2 heures devant moi, je peux me poser pour écrire. Et des fois c'est pas évident parce que alors après chacun est différent, mais moi je sais que quand j'écris par contre faut pas me déranger. C'est vraiment j'écris et on me laisse tranquille. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de non, j'écris. C'est l'heure de rien. D'accord. Peu importe, j'écris et voilà. Et du coup, ça fait que ça laisse encore moins de temps dans ces conditions-là parce que souvent, quand je me suis rendu compte, par exemple, cette année, que ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser 20, 30 minutes pour écrire et en fait, je me rends compte que c'est... j'ai moins ce fil conducteur dans mon écriture parce qu'en fait, c'est toujours séquencé et du coup, c'est toujours un peu coupé. Et donc l'inspiration aussi, elle a besoin de venir en continu. Et donc en fait, si à chaque fois que je commence à avoir l'inspiration, je dois m'arrêter et pour faire autre chose parce que la vie fait que, et qu'après je reviens, j'ai plus l'inspiration, donc c'est fichu. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Je sais plus ce qu'on disait au début, mais oui, je sais que c'est un problème. Attends, je sais plus. Il y a pas de souci. Je disais que pour écrire, il fallait être dans un certain, dans un certain état d'esprit et avoir le cadre, l'environnement pour aussi quoi. Exactement. Et vraiment, je pense que c'est la chose qui me bloque le plus finalement pour écrire parce que je trouve que c'est une super comment dire ça. Pour ceux qui veulent en faire leur métier, vraiment, je trouve que c'est génial. Je sais que moi, j'aimerais pas forcément faire que ça de ma vie parce que je pense que j'ai besoin aussi, je pense que ça te le fait aussi, de vivre des trucs pour être inspiré. Tu vois mais complètement. Mais c'est de là aussi que ça vient beaucoup. Et c'est pour ça que le rythme métro boulot dodo, il est super dangereux pour l'écriture parce que du coup, on s'enferme dans une routine qui est, tous les jours se ressemblent. C'est toujours la même chose. Donc on n'a plus d'inspiration en fait. Oui, c'est ça. Et ça c'est dur aussi. Et le fait aussi qu'on a notre vie d'adulte qui est de plus en plus, on va dire plus adulte. Voilà, c'est de plus en plus concret quoi. Et du coup comme je disais tout à l'heure, les vacances on travaille et le soir on rentre trop tard, on est fatigué et des fois on va voir des amis ou on fait une activité et du coup parce qu'il faut aussi changer les idées et du coup l'écriture malheureusement elle n'arrive pas à s'y retrouver quoi. Donc voilà. Et en parlant de boulot, est-ce que comment dire ça, là je sais que tu as fait un stage, tu me disais que tu travaillais aussi durant tes vacances. Est-ce que tu fais souvent des trucs par rapport des boulots justement liés à l'écriture et à la lecture ou tu fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir? Pas du tout. Alors en fait je suis aussi comment on appelle ça, je suis vendeuse chez Sephora, on va dire ça comme ça. Oh trop bien. Oui voilà, donc rien à voir avec l'écriture. Voilà, donc je suis soit à la caisse, soit en conseil dans les rayons, mais rien à voir avec l'écriture. Et chez Sephora, tu y es parce que tu aimes le skincare, maquillage, etc. Honnêtement, non, c'est plus j'ai eu une opportunité qui a fait que. Et voilà, et j'aime bien parce que ça me permet d'avoir du contact avec des gens et tout ça et découvrir un monde que je connaissais pas trop. Donc voilà. Mais c'est cool bien. Aussi, voilà. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant parfois de faire des métiers, des jobs avant qui ont absolument rien à voir avec notre projet final, tu vois. Parce que je pense que ça peut apporter plein d'autres qualités. Oui, c'est ça, mais moi ça m'a énormément aidé pour développer le relationnel en fait. Et puis même le fait de voir moi en tant qu'autrice, le fait de voir ce type de vie,
Bah en fait, ça m'inspire dans le sens où si un jour j'ai un personnage qui est dans le commerce, Ouais. je saurais ce que c'est vraiment. Parce que c'est Exact, ça aussi, ouais. quand on écrit, moi je trouve que c'est important de dire des choses réalistes dans le sens où si par exemple la personne est photographe, bah faut qu'un photographe s'y retrouve dans la lecture. Et donc à fait. bah si on le vit, on sait mieux le raconter. Donc, Non, donc c'est voilà. vrai. Et c'est aussi une des premières choses qu'on regarde. Bon, là, je le dis évidemment pour les gens qui Oui. écrivent et qui souhaiteraient se faire publier via une maison, mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup la cohérence. Ouais. Ça dépend du style de. Oui, oui, bien sûr, ça dépend. Oui. Du style ou du domaine littéraire dans Ouais. lequel on veut se faire publier. Mais si on écrit du roman contemporain et que on écrit quelque chose de plutôt réaliste, c'est vrai qu'on regarde pas mal la cohérence. Bon, aussi beaucoup dans les romans policiers. Non, bien sûr, oui, oui, oui. Enfin, Faut que ça tienne la route en fait. faut que ça tienne la route, effectivement. Donc, Mais moi, je lis plein de livres où des fois, je me dis, mais ça, c'est pas vrai. exactement. Ah, Donc, ça m'est des arrivé fois, je sais pas voilà. combien de fois. Donc des fois, on se dit bon, Voilà, ils ont Voilà. laissé passer ça. voilà. Mais comme dans les films, des fois aussi. C'est vrai. Mais justement, bah du coup, mon roman qui se passe dans les années 80, j'ai fait énormément de recherches sur les années 80 parce que par exemple, enfin. Du coup, oui, par exemple, pour mettre en route un Walkman, moi, je savais absolument pas comment fallait faire. Enfin, j'avais connu ça. Enfin, du coup, je suis allée retrouver une notice d'une édition de 1988 ou ouais, je crois que c'est 88 pour comment mettre en marche un Walkman pour la première fois. Enfin, et pour moi, c'est important parce Oui. que toute personne qui a connu Walkman, bah, si c'est pas du tout réaliste, C'est ça a ça. aucun sens et ça décrédibilise. Et non, mais c'est vrai, Ils voilà. vont dire, oh, celle-là, elle est dans les années 2000, C'est ça, hein, c'est ça se voit. Hein. C'est une Gen Z. Hein. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, ou même les voitures de l'époque, les trucs comme ça, comment les gens y vivaient, le métier, même en fait le contexte politique ou social. Enfin pour moi c'est hyper important et puis c'est ça qui forme aussi une époque et une réalité. Donc pour moi c'est important de faire attention à ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Et pour rentrer finalement plus dans l'écriture et dans tes livres, dans ton univers, on va le formuler comme ça. Welcome. Du coup, tu as en tout écrit 3 livres. Ouais. Dont 2 publiés, c'est ça? Ou plusieurs? 3 publiés. 3 livres. Le dernier est publié déjà? Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, depuis mars. Oui, pardon. Non, c'est parce que Waouh, C'est pas c'est grave. je ne comprends rien. Non, c'est pas grave. Non, parce que celui-là, il y a encore le bandeau de l'épreuve, mais Oui, d'accord. La banderole. La banderole. bandeau. Le bandeau. Voilà. Très bien. Bah, écoute, si tu me donnes l'autorisation, je mettrai un visuel Avec plaisir. des livres. Du coup, on va s'attarder plus sur une vie pour... Et Il y a mon carnet dessus, je bloque tout le monde. Une vie pour oublier. Ça, celui-là, tu as commencé du coup à l'écrire en première, tu me disais. exactement, j'ai mis 1 an à peu près, voilà, pour l'écrire. 1 an. Ouais. Et ça a été 1 an, c'est-à-dire que tu as... comment dire ça? Ta réflexion, elle s'est faite avant ou alors c'est dès que tu as eu l'inspi, tu as commencé à l'écrire et ça a continué? En fait, il y a plusieurs types d'écrivains. Donc il y a les écrivains architectes qui eux prévoient tout, ils font un schéma, une trame et ils suivent leur plan. Ouais. Et il y a les écrivains jardiniers qui font au fur et à mesure. Et moi je suis plus jardinière, c'est-à-dire que j'ai mon idée de base, je sais à peu près où je veux arriver et je sais ce que je veux dire aussi. Et après je me laisse porter par l'inspiration. Donc moi c'était plus ça en fait. Et au lycée j'avais 1h30 de bus pour aller pour arriver au lycée, de bus de ville. Et donc en fait ça me laissait beaucoup de temps pour écrire. Donc j'écrivais beaucoup dans le bus et puis le week-end et puis j'avançais comme ça. Je beaucoup discuté avec mon père aussi de l'histoire et voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Je m'attarderai sur la couverture après parce Ça qu'on marche, fera ouais. un big up au graphiste. Mais Oui, surtout que chaque couverture a une petite histoire. Donc exactement. Pour info, c'est lui qui a réalisé la couverture des 3? non, juste 2. Alors celui-là, alors bah du coup on y va. Donc celui-là, le premier, oui, en sachant que la 4e de couverture, c'est une photo qu'il avait prise lui-même aux États-Unis. Donc ça tombe bien puisque ça se passe là-bas. Elle est magnifique Voilà, la photo. bah merci. Merci pour lui. Le recueil de nouvelles, en fait, c'est moi qui avais dessiné, on va dire, ces petites formes et lui, il D'accord. les avait mises en Photoshop, Illustrator, tout ça. D'accord. Et le 3e, c'est moi qui l'ai fait.
Là, j'ai tout Là, fait toute c'est seule. que toi. Voilà, Oh. merci InDesign. Regardez-moi, InDesign, le logiciel Voilà. qu'on déteste apprendre, mais qui nous sert beaucoup. exactement, vraiment. Donc voilà, et ça montre, enfin c'est sympa parce que je trouve que ça montre aussi mon évolution en fait. Donc voilà. Et du coup, une vie pour oublier, Ouais. de quoi ça parle? Alors du coup, une vie pour oublier, c'est l'histoire. Alors déjà, c'est inspiré de faits réels. D'accord. C'est important, je pense, de le faire remarquer. Et donc en fait, c'est l'histoire de deux jeunes adultes, Lara et Cole, qui ont grandi ensemble dans les États-Unis des années 80. D'accord. Et là, ils arrivent à leurs 18 ans, à peu près 17-18 ans. Et en fait, un jour, ils se rendent compte qu'on leur a menti sur toute leur vie, sur leur passé, sur tout ce qu'ils ont vécu. Et en fait, pas malgré eux, ils partent à la recherche de ce qui leur est réellement arrivé. D'accord. Et donc, va y avoir plein de péripéties, des retournements de situation, des interrogations qui s'enchaînent, qui s'accumulent, des réponses et encore des questions. Et voilà, donc c'est un peu une course contre le temps, le passé, la famille. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes qui s'entremêlent. Et mon autre question, pourquoi les années 80? Pourquoi les années 80? Il y a deux raisons. D'abord parce que quand j'étais au lycée, j'étais à fond dans ma période années 80. J'adorais D'accord. vraiment, j'adore toujours, mais vraiment à l'époque, J'adore aussi, années 70-80. Voilà. J'adorais Période vraiment. très intéressante. Et puis moi, mes parents, du coup, bah, c'est leur enfance et donc j'ai beaucoup baigné dans la culture des années 80, la musique, les films, tout ça. Et deuxième grosse raison importante, c'est que le fait historique dont je parle Ouais. s'est déroulé dans les années 80, donc forcément D'accord. ça aide. Mais voilà. D'accord, ok. Et le fait réel dont Oui. tu parles est un fait qui touche de manière personnelle ou c'est... Non. D'accord. C'est quelque chose qui a touché la population américaine D'accord. après la Seconde Guerre mondiale, Ok. qui a fait un désastre dont personne n'a jamais vraiment parlé. Ok. Je crois savoir. Ok. Oh, bah, tu me diras si c'est ce que je pense. Mais voilà. Et est-ce que, enfin, tu le mettrais dans quelle catégorie finalement? C'est ça, c'était super dur parce qu'en fait, pareil, quand on le rentre sur Amazon ou quand on va en librairie, il faut dire en fait dans quelle catégorie il rentre. Et en fait, j'ai pas réussi à le définir et je me suis dit bah en fait, tant pis, les livres ont pas forcément besoin de rentrer dans une case D'accord. parce que alors généralement aux gens, je leur dis que c'est un thriller D'accord. parce que ils cochent quand même pas mal de cases. Il casse les cases carrément. Ouais. Mais c'est pas un thriller conventionnel. C'est D'accord. pas la trame narrative qu'on voit d'habitude. C'est vraiment, franchement, je l'ai pas pensé en me disant, je vais le faire telle trame narrative, que ça ressemble à tel style. Vraiment, j'ai juste écrit et c'est tout. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes qui se mêlent. C'est sûr qu'il y a un mystère qu'il faut résoudre absolument. Il y a des péripéties, il y a de l'action. Mais il y a aussi d'autres thèmes, voilà, un peu plus la famille, les amis, enfin voilà. D'accord. Et Voilà. donc oui, effectivement. Donc, Le mensonge. en fait, c'est un mélange de plein de genres différents avec évidemment un genre qui ressort un peu plus que les autres. Enfin, je dirais pas forcément plein de genres parce que c'est pas, par exemple, il y a pas un côté roman sentimental ou un côté fantastique, pas du tout, tu vois. D'accord. Mais voilà, pour moi c'est un thriller, c'est juste qu'il est pas conventionnel parce que je suis pas rentrée dans les cases. D'accord, très bien. Et oui, en fait, du coup, c'est ce que ça implique finalement. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une question que... non, si, tu avais répondu pour la question de l'ISBN. Oui. Mais par exemple, pour le prix, celui-là, comment tu as réussi à définir le prix du livre? Et ben en fait, moi, comme je suis déjà une grande lectrice, je savais à peu près les prix des livres. Donc en 2021, c'était entre 18 et 20 euros. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit que je voulais pas le mettre si cher que ça, donc j'ai décidé de le mettre à 16 euros. Et voilà. D'accord. C'est tout simplement. D'accord, très bien. Donc, on peut te trouver sur Amazon. Amazon, dans certaines librairies du Val d'Oise et de l'Oise. D'accord. Après, les librairies, c'est encore un autre sujet. Bah, on peut y revenir après. Oui, bien sûr. Ouais, je veux bien. Et du coup, ce tome 1, tu l'as publié après l'avoir fini. Après l'avoir fini en 2021. Ouais, voilà. Et ensuite, tu as écrit le tome 2. Est-ce que ça a été une évidence pour toi d'écrire le tome 2 ou est-ce qu'il t'a fallu un temps de réflexion? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié le tome 1 du coup en 2021. Ouais. J'ai commencé le tome 2 dans la volée parce que j'étais sûre qu'en fait ça tiendrait pas en un livre. Et je savais pas encore si ça tiendrait en 2 ou 3.
mais je savais qu'il fallait que je continue et que ça pouvait pas se terminer en un seul. D'accord. Du coup, j'ai commencé et ensuite le problème c'est que la fac a repris et en fait je pense que quand on écrit à un moment donné de sa vie, on est dans un certain mood, dans un certain état d'esprit. Bien sûr. Et en fait, la Leslie de première et de terminale était plus la Leslie de L1 L2. Et donc, ça a été plus difficile de m'accrocher pour écrire le deuxième. Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai publié le recueil de nouvelles. Bien sûr. Donc, j'avais fait une pause dans l'écriture et parce qu'en fait, c'était des nouvelles qui avaient déjà été écrites ou que je continuais d'écrire à ce moment-là. Du coup, j'ai fait une pause et donc ça a été difficile surtout au début du tome 2 de continuer. Et après, c'est redevenu un peu plus facile, un peu plus fluide. Mais aussi parce que en L3, j'avais beaucoup moins de temps et que voilà. Ça c'est sûr. Ouais, c'est voilà. sûr. Et du coup, le tome 2, si tu devais le présenter, c'est comment dire ça? En fait, il faut comprendre la fin du tome 1 pour... Oui, par contre, c'est une suite. C'est vraiment une C'est vraiment duologie. une suite. Ouais, non, c'est pas du tout indépendant l'un de l'autre. Donc, selon ce qu'ils vont découvrir et selon les aventures qui va se passer, Voilà. le tome 2 Voilà. va lui se continuer, c'est ça? Mais si je devais dire un truc sur le tome 2, c'est que c'est vraiment la concrétisation du fait que les personnages grandissent, prennent en maturité et ça peut être représentatif de la vie de n'importe qui en fait. C'est ce passage aussi à l'âge adulte et à la réalité des choses. Et quelque part, ce tome 2, il te reflète aussi quelque part dans ce passage à l'âge adulte? Alors oui, dans le sens où en fait, alors déjà dans le tome 1, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi on voyait une maturité qui évoluait dans mon écriture. D'accord. Donc déjà du début du livre à la fin, j'ai évolué au niveau de l'écriture. Et le tome 2, ouais, je crois que c'est encore plus prononcé parce que c'est vrai, moi aussi j'ai grandi entre-temps. Oui. Et mes personnages, avec ce qu'ils ont vécu, ils ont dû grandir. Et du coup, ça se reflète comme ça, en fait. Voilà. Au même titre que tu as senti une évolution dans ton écriture, le recueil de nouvelles, il se situe à peu près où dans tout ça? Et c'est c'est assez drôle parce que du coup, ce recueil de nouvelles, je l'ai publié en 2022. Et donc en fait, il compte toutes mes nouvelles depuis que j'ai commencé à écrire. Donc la première date de quand j'étais en seconde. Ah et oui. la dernière, j'ai sorti le livre en mai 2022 et la dernière nouvelle, elle date de la dernière que j'ai écrite, date d'avril 2022 quoi. D'accord. Donc voilà, c'est différent, c'est complètement différent de mes romans. Et mais ça a beaucoup touché les gens, donc ça m'a fait très plaisir. J'étais vachement touchée que ça leur plaise comme ça parce que en fait en le sortant, j'étais pas du tout sûre de moi parce que je me disais c'est tellement, c'est très, comment dire. Moi encore une fois, je l'avais écrit pour la passion de l'écriture et je pensais pas que ça plairait aux gens parce que c'est des histoires courtes, il y a pas vraiment de trame à suivre. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, donc voilà. Fallait juste pas que je me pose autant de questions. Et il s'appelle Au cœur de l'âme. Au cœur de l'âme, tout à fait. Et je tiens à dire que la couverture est très jolie. Merci. J'aime beaucoup cette inspiration girly, très, et aussi, comment dire ça, très fin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de l'icono est légère. Il n'y a pas tellement, voilà, c'est ça, c'est très léger. J'aime bien les couleurs aussi, elles sont très légères. Ouais, je voulais quelque chose de doux quand même. Exactement. Et en fait, ces 10 nouvelles, elles parlent de plein de sujets différents. Ouais. Si je vais leur donner un point commun, ce qui n'a pas du tout été fait exprès, c'est que je dirais que ça parle des relations entre les gens et des expériences de vie. Et voilà. Franchement, c'est assez, elles sont très différentes, mais en même temps, ça forme un tout qui est cohérent. D'accord. Donc voilà. Et une question qui a à voir avec l'écriture. Quand tu écris, tu m'as dit que tu voulais pas être dérangée. Oui. Est-ce que tu as un rituel du genre, est-ce que tu écoutes de la musique? Parce que beaucoup de gens écrivent en écoutant de la musique ou je sais pas, en se mettant un truc dans le fond. Alors pour le roman, oui et non, c'est-à-dire que j'étais capable complètement d'écrire sans rien, voilà. Et puis des fois je dis tiens, cette musique elle irait bien à ce moment-là. D'accord. Et du coup je mettais la musique, je m'étais aussi créé une playlist que j'ai appelée vraiment Lara et Cole, littéralement. Et après effectivement comme j'étais dans une période très années 80, je regardais beaucoup de films, j'écoutais beaucoup de musique.
Non, j'ai encore appuyé sur le micro. Et désolée. C'est pas grave. Et encore une fois, du coup, ça me mettait complètement dans l'ambiance et du coup, c'est une ambiance qui était un peu pas toujours là, mais je pouvais la retrouver très facilement en fait. Et alors que pour le recueil de nouvelles, pas du tout. C'est vraiment plus des choses que j'ai pu voir, des ambiances qui m'ont inspiré. D'accord. Donc là, j'avais pas forcément besoin de. Et puis j'ai pas de rituel particulier, sinon voilà. Je peux écrire n'importe où. C'est bien. Il faut juste qu'il y ait l'inspiration, quoi. Et du calme. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément parce que même le roman, je l'écrivais dans le bus et des fois, ah oui, c'est bruyant. Alors oui, celui qui dit que c'est calme dans un bus, je sais pas où il a pris le bus. Mais... Non, et voilà, ou même à la plage quand il y a beaucoup de gens, enfin, voilà, je peux écrire. D'accord, mais en fait, c'est vraiment le principe de pas t'interrompre. C'est ça le. Après, par exemple, si on veut me parler, je dis juste attends 2 secondes, je finis ma phrase. Et après, on parle vite fait et après, je retourne parce que sinon, je vais oublier le reste. Mais idéalement, ouais, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. D'accord. Après, voilà. Et là, je voulais surtout du coup parler de la couverture de Une vie pour oublier. Oui. Celle-là qui a été du coup réalisée par ton papa. Exactement. Big up au graphiste qui s'appelle Arnaud Flores. Enchanté. Merci pour lui. J'aime bien la couverture. Merci. Mais c'est, enfin, ouais. Il y a pas de mais en fait. C'est oui. juste que je voulais la décrire, mais en fait, je vais mettre le visuel. Donc, je sais pas pourquoi j'ai commencé cette. Tu peux quand même la décrire vite fait. Donc, on voit pour le coup. Ah oui, alors là, c'est la question. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Tout le monde avait des hypothèses, c'est assez marrant. C'est un couloir. Tout à fait. Effectivement. Mais un couloir de quoi? Ah, ça, je dirais pas. Et parce que ça fait écho justement bien sûr, au livre. Et sur la 4e, c'est un paysage. Tout à fait. Très joli paysage, très joli. De la vallée de la mort. D'accord. La vallée de la mort. La vallée de la mort qui a inspiré, je crois, le film La colline à des yeux, non? Je crois, oui. Je crois, mais honnêtement, je pourrais pas confirmer. Et du coup, très rassurant. Non, je rigole. Non, franchement, non. C'est une très jolie photo. On l'avait jamais associé à ça, mais bon, si tu veux. Après, c'est ce à quoi ça me fait penser. Oui, mais encore une fois, c'est subjectif, chacun voit. Exactement, voilà. Chacun voit un peu, et c'est pour ça que ça me fait penser effectivement tout de suite à un thriller, parce que dans ma tête, c'est associé à un film d'horreur, mais pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être oh génial, une photo de vacances. Mais j'avoue que moi, je l'avais plus. Non, je peux dire, sinon je vais spoiler ceux qui n'ont pas lu. Mais, non, je dirais pas. Mais c'est vrai que souvent, la première de couverture, elle fait un peu penser à un roman d'horreur. Et en vrai, je suis un peu d'accord. Et en fait, j'ai un côté où je me dis que peut-être que ça répond pas forcément à l'intérieur du livre. Et d'un autre côté, des fois, je me dis, en fait, si quand même. Mais je peux pas expliquer pourquoi, parce que sinon je vais spoiler encore une fois. On ne veut pas de spoil. Écoutez, vous savez quoi, je le lirai et voilà. On pourra faire un podcast spoil. Exactement, un podcast spoil et je mettrai... un avertissement, un trigger warning. Voilà, exactement. Et par contre, le tome 2, du coup, c'est toi. Ouais, la couverture, la mise... Alors pareil, là pour le tome 2, j'ai tout fait toute seule. D'accord. Donc, mise en page, vraiment pagination, couverture. C'est difficile, ça. Ouais, surtout je l'ai fait dans un temps un peu short, j'étais un peu pressée, mais voilà. Donc voilà. Et tu dirais, pourquoi est-ce que c'est toi qui as voulu faire finalement la couverture du 2e tome? Alors en fait parce que à ce moment-là j'étais en plein dans ma première année de master, qu'on avait déjà réalisé un projet tutoré en groupe. En gros on devait créer un livre et c'était moi qui avais été en charge de toute la partie design. Donc InDesign, du coup j'étais beaucoup dessus pour faire la mise en page du livre, la couverture, l'assemblage, tout ça, la police aussi parce que faut penser à la police d'écriture. Bien sûr. Et surtout sur une couverture. Et du coup c'est un peu mieux comme ça et j'étais un peu pressée pour le faire donc je me suis dit allez on fonce et voilà. Et tu dirais enfin, du coup, en fait, parce que du coup, je vais l'écrire, ça reste un petit peu le schéma est le même, c'est un chemin. Ouais. On voit du coup, enfin, qui pointe vers l'horizon. Vers l'horizon. On voit pas le bout. Et ça, j'imagine que ça fait aussi écho à l'histoire.
En fait, j'ai quand même voulu parce que je voulais quand même qu'on associe les deux livres l'un à l'autre parce que c'est une suite. D'accord. Du coup, mais je voulais pas quelque chose d'aussi sombre que le premier. D'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ce schéma justement de couloir et d'effets un peu longs. On peut dire ça comme ça. Mais la grosse différence, on va dire, c'est que dans le tome 1, bah, c'est en intérieur et dans le tome 2, c'est en extérieur. Exactement. Libre à vous d'interpréter. Mais voilà. Et je vois aussi que c'est pas la même typo Oui, sur le premier et la disposition du titre et de l'auteur non plus. Ouais, alors là, c'est une discussion vraiment d'éditeur. Mais pourquoi ce choix finalement? Alors, je vais être complètement honnête. Le tout premier tome, je ne connaissais rien du tout dans tout ce qui était typographie, empattement, ce que ça voulait dire et tout ça. Et maintenant que j'ai un point de vue un peu plus professionnel, on va dire, je me dis mais pourquoi on a mis ça? Mais voilà, je l'accepte comme il est parce que c'était ce que je savais faire à l'époque et j'en suis très fière. Mais du coup, le deuxième, effectivement, j'ai choisi une typo sans empattement parce que je trouvais que ça correspondait plus au livre. Et le fait d'inverser parce que je voulais mettre ce 2 en fait un peu presque transparent mais quand même de sorte à ce qu'on le voit, et en fait je trouvais que si on le mettait sur le ciel ça avait pas trop de sens, c'était plus logique de le mettre sur la route et donc de mettre mon nom en haut. D'accord. Et voilà, et donc j'ai joué pareil avec le fait de mettre en bas de case ou pas, en cap, enfin voilà, en cap c'est en gros en majuscule, donc voilà, pour justement hiérarchiser l'information au niveau du texte. Exactement, parce que après, encore une fois, ça c'est une discussion voilà, un peu technique. Un peu technique, mais c'est vrai que le premier, on dirait plus un roman contemporain finalement. Ouais, c'est vrai. Et le deuxième, on dirait plus presque un policier finalement. Ouais, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est parce que c'est les codes un petit peu c'est ça. De la police, mais les codes de la police. Oui, bon, j'ai compris. Voilà. De la typo, mais effectivement, ils ont finalement, en fait, même dans la forme du livre, on sent une évolution. Ouais, complètement. Ouais. Bah même à l'intérieur, au niveau de la pagination, par exemple, en début de chapitre, attends, normalement ah oui, j'avais peut-être pas encore fait, mais normalement en fin de chapitre on met pas le numéro de page et il me semble, bon là ils y sont, après c'était le jeu d'épreuves, peut-être que je les ai enlevés, je sais plus, mais normalement je les ai enlevés. Et pareil pour le tout début du livre, en fait dans le premier on n'avait pas réussi à enlever les numéros de page. Donc dans les premières pages j'avais les numéros alors que c'était pas du tout censé être là. Et là voilà, là ils sont pas là, et donc voilà, déjà point de vue technique. Et puis ensuite je sais pas comment expliquer, mais j'ai plus fait attention aussi. Après, c'est, tu sais, de pas avoir des orphelines, des trucs comme ça. Bien sûr. Je saurais pas donner une définition du mot. C'est bien couper les mots pour que tout le monde comprenne bien, parce que des fois, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais c'est compliqué. Voilà. Enfin, ce genre de choses. Pareil pour les pages de titres et tout. Il y a des, on va dire, des choses à respecter. Et donc, je les ai mieux respecté, je trouve, que dans le premier tome. Donc voilà. Et dans le premier tome, c'est toi qui as fait la mise en page, ou c'était vous avez fait appel à quelqu'un, ou Non, j'ai fait avec mon père. En fait, on a fait ça tous les deux. D'accord. Et beaucoup d'internet pour se former En fait, ce qui était compliqué, ce qu'il faut savoir aussi en auto-édition, c'est que si on fait tout seul, une correctrice ça coûte 300 €. Exactement. Bon, le maquettiste, j'en parle même pas, mais celui qui fait la couverture, 300 €, donc ça chiffre super vite, et là pour l'instant j'arrive à le faire toute seule, donc voilà. C'est bien, ça me fait économiser un peu d'argent, parce que tout de suite si on se retrouve avec 600 €, puis après il y a le coût d'impression des livres pour après faire du bénéfice, c'est un peu compliqué, ou au moins ne rien perdre comme argent, c'est un peu compliqué. Le seuil de rentabilité, voilà. Et au niveau du coup du genre, encore une fois, là tu l'as pas mis dans une case. Non. Parce que finalement, enfin, mettre les livres dans des cases, c'est un petit peu. En fait, quand on regarde bien, c'est impossible, parce que, et même de toute façon, c'est un casse-tête pour les bibliothécaires et les libraires. Enfin, ils le disent tous. Dans une librairie, tu vas avoir un livre qui va être rangé dans les thrillers ou dans le fantastique, et dans une autre librairie, ce sera dans le policier. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de livres qui mélangent plein de genres différents. Tu peux très bien avoir un policier fantastique, et donc là, tu te dis, bah, je le mets où? Donc
bon, ça aide à se repérer dans une librairie ou dans une bibliothèque, mais je pense qu'il faut pas. De toute façon, chaque livre est unique. Et je pense que tu peux pas, à part si tu vraiment, enfin c'est l'archétype du roman policier ou de la romance, tu peux pas vraiment les catégoriser. Et puis bah pour celui-là c'est un peu comme ça. Enfin je serais incapable. Mais moi j'ai jamais lu un livre comme ça. Je saurais même pas. Parce que pareil au début je voulais le public cible c'était quand même les gens près de mon âge, donc on va dire entre 17 et 20 ans. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des personnes de 50, 60 ans qui l'adorent, il y a des quatrièmes qui l'ont lu, qui l'adorent, des gens de mon âge, qui ont la trentaine, de la quarantaine, vraiment de tout âge. Et du coup, je me dis, bah en fait, pourquoi se limiter? Parce que pareil, en édition, on dit beaucoup qu'il faut penser au public cible et à qui on va pouvoir toucher, et qu'il faut que ce soit quand même assez délimité. Enfin, faut pas se dire que ça va toucher des 18 à 70 ans plus, parce que ça passe pas. Mais là, j'avoue que, en tout cas, avec mes livres, ça passe et je me dis, bon, bah, pourquoi se prendre la tête à rentrer dans une case s'il n'y a pas besoin, en fait. Oui, bien sûr. Voilà.